Bonjour Dominique, comment vas-tu? Bonjour Olivier, très bien, très bien, très heureux d'être là. Eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et puis, comme on fait comme d'habitude sur mon conseiller à du cœur, on a deux lives, un à 11h30 et puis un à 16h30. Donc, Dominique, il y On y en a va. beaucoup qui te connaissent. Tu as une chaîne YouTube, tu fais pas mal d'activités dans le domaine et des réseaux sociaux et aussi au niveau professionnel. Donc, il y en a qui te connaissent. Il y en a qui te connaissent peut-être moins. Euh, Certainement, oui. et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi? Écoute, c'est très simple, hein. Moi, je suis coach formateur, j'ai 62 ans, je suis marié. Alors, oui, on va faire la genèse complète, hein. J'ai 62 ans, alors pas la genèse complète parce que à 62 ans, ça risque de remonter très loin, mais j'ai 62 ans, trois enfants. Je vis actuellement, j'ai très longtemps vécu en Corse et également en Outre-mer, mais actuellement, je vis dans le sud de la France, en Provence. Et je suis coach, formateur, blogueur. Voilà. Je pense que ça résume un peu tout. J'exerce alors à plusieurs endroits. J'exerce d'une manière libre, c'est-à-dire que quand je m'exprime sur mon blog ou sur mes vidéos, je m'exprime entièrement librement. Après, j'interviens à l'intérieur d'un réseau. Alors, j'interviens au niveau de plusieurs réseaux quand on me le demande, mais je suis plus ou moins attitré à un réseau sur lequel j'interviens un peu plus que les autres. Et puis également dans une société de formation, enfin dans un organisme de formation que j'ai créé avec des associés. Donc voilà. Donc voilà un peu pour toutes mes casquettes. Et je suis dans l'immobilier depuis maintenant 14 ans, en étant rentré dans l'immobilier par la porte de la défiscalisation à l'époque héroïque de la défiscalisation où on avait des sociétés énormes, pantagruéliques, qui bouffaient le marché complet et qui construisaient à tout va jusqu'au moment où on s'est aperçu C'était l'ancêtre de la loi Pinel? Non, c'était d'Eurobiens à l'époque. D'Eurobiens. Ok. Voilà. Donc, Voilà. Donc, voilà à peu près. Eh ben, écoute, super. Donc, en fait, toi, tu as commencé le métier de l'immobilier et puis après, tu t'es construit personnellement, en fait, tes propres process et méthodes. Comment? Alors, tout à fait, tout à fait. Moi, Alors, aujourd'hui, je vais être franc avec ma communauté et avec les gens qui sont là. Je suis plus trop sur le terrain. Depuis que j'ai déménagé, que je suis venu en Provence, c'est vrai que j'ai arrêté le terrain. J'ai essayé en arrivant de reprendre un portefeuille. Le problème, c'est que c'est un métier exigeant. Je pense que tout le monde le sait. Je pense qu'il faut et on ne peut pas non plus enseigner, enfin essayer de partager nos idées quand on les met pas en application. Donc, ça devenait très difficile de suivre une clientèle. Ça devenait très difficile de pouvoir faire des visites à la demande. Donc, j'ai plus ou moins levé le pied à ce niveau-là. Par contre, voilà, je suis toujours en prise sur le terrain puisque j'accompagne énormément de gens en présentiel, en coaching, par exemple, comme par ce système-là, hein, par le système de vidéoconférence, et également avec les nombreuses webconférences que j'organise. Donc, je suis toujours en prise avec le terrain. Mais c'est vrai que, oui, je me suis forgé sur le terrain jusqu'à il y a 1 an et demi à peu près. Et voilà, ce que je défends, en tout cas, c'est ce que j'appliquais moi déjà. Et puis après, j'essaye d'affiner, bien évidemment. Ouais, tu sais, le terrain, en fait, ça dépend quand même des régions, des secteurs. Je dis toujours, moi, que l'immobilier, c'est très local et c'est un métier qui est très chronophage. Si on veut performer, il faut savoir ne pas être avare de son temps. C'est ça. Et puis toi, si tu restes en contact avec un certain nombre de conseillers, c'est vrai qu'au fur et à mesure, d'ailleurs, je crois que tu animes le matin des matinales, tous les matins, où les conseillers te posent des questions. Et en fait, tu as toujours ce retour terrain au quotidien. Alors ça, c'est une de mes casquettes dans le réseau dont je parlais tout à l'heure. Effectivement, j'anime une matinale tous les matins. C'est-à-dire que moi, alors on a appelé ça la matinale parce qu'il fallait lui donner un nom court, mais c'est un peu la machine à café de l'agence où tous les conseillers peuvent se connecter et où on va échanger ensemble. Alors, le but, c'est pas de faire un cours magistral, bien évidemment. C'est pas moi qui prends. Alors, je prends la parole, bien évidemment. Mais je régule plus et je fais intervenir les gens, c'est-à-dire leur expérience. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors, c'est pas non plus un interrogatoire. Intervient qui veut. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Est-ce que tu veux briefer
un rendez-vous? Est-ce que tu veux débriefer un rendez-vous? Est-ce que tu as une question? Est-ce que voilà. Et on échange comme ça. Donc c'est vraiment la machine à café. On reste sur des thèmes professionnels, bien évidemment, mais dans la joie, la bonne humeur. Et ça, c'est vrai que c'est une prise, c'est une prise avec le terrain, au terrain, qui est extraordinaire pour moi, parce que, comme je dis souvent, un bon formateur, il va donner, mais en échange, il faut qu'il sache recevoir. Le formateur qui dit à tout le monde, taisez-vous, c'est moi le sachant et vous êtes les apprenants. Ouais. Pour moi, il est dépassé. Ça a été le cas. Il en a fallu des comme ça. Mais aujourd'hui, il est complètement dépassé. Non, non, mais c'est vrai. Et puis en plus, ça te demande, si tu gères ce type d'activité-là, de avoir, comment dire, des punchlines de réponse tout le temps. Donc c'est vraiment pas simple de pouvoir gérer au quotidien, parce que en fait, ils vont t'envoyer peut-être des problématiques qui vont être nouvelles, des problématiques différentes les uns des autres. Et puis, ouais, toi, ça te demande ce certain rythme. Alors, ouais. Et puis ça demande quelque chose d'extraordinaire, parce que ça demande à rester humble déjà, et puis ça demande aussi à appliquer ce qu'on essaye d'enseigner. C'est-à-dire que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Comme je dis toujours, s'il avait fallu que je sache tout pour aller sur le terrain, parce qu'on sait que c'est une grosse problématique pour beaucoup de nouveaux, s'il a fallu que j'attende de tout savoir pour aller sur le terrain, je n'y aurais toujours pas été aujourd'hui. Donc, c'est la grosse question. Oui, ouais, c'est vrai que tu as raison. Il faut qu'on pratique et qu'on fasse des erreurs pour qu'on puisse avancer. Alors, en ce moment, en fait, tu dois sûrement aussi, et on a parlé tout à l'heure un petit peu de la communauté France, comment elle s'organisait pour nous, mais la communauté immobilière, quelle action, quelle aide tu prépares en fait en ce moment pour animer tous les conseillers immobiliers qui sont chez eux en attente? Alors, je prépare pas vraiment dedans. Je vais même t'avouer, Olivier, c'est que quand la crise s'est déclenchée, je me suis dit, ah bah tiens, ça va permettre. Alors, on n'avait pas encore la mesure de cette crise, bien évidemment, et je me suis dit, tiens, ça va permettre de lever un peu le pied et de se mettre un petit peu au vert. D'ailleurs, vous voyez, j'avais commencé à repeindre les murs, mais ça a été ma réflexion. Et puis en fait, c'est tout l'inverse qui s'est passé. C'est tout s'est bousculé. On est énormément pris, comme beaucoup je pense, de patrons de réseau, de formateurs. On est énormément sollicité. Et puis on essaye de donner un maximum. Et moi, j'aimerais aussi souligner ça, c'est que je n'ai jamais vu dans le métier, depuis que je l'exerce, je n'ai jamais vu autant de mobilisation, autant d'entraide, autant de partage. Et ça, c'est assez impressionnant. Et je crois que le groupe sur lequel on est aujourd'hui, on est la preuve. Il regroupe des formateurs, des patrons de réseau, des négociateurs, bien évidemment, puisqu'on est là pour aider les négociateurs. Et ça s'est jamais vu avant. Et je pense qu'on a une opportunité devant nous qu'il va pas falloir laisser passer. Une opportunité qui s'était pointée bien avant, parce que pour moi, le métier, il a évolué. Alors, c'est le métier de la vente en général qui a évolué, mais le nôtre tout particulièrement, puisque vous le savez, on est quand même aux prises directes avec les émotions des gens. On rentre dans leur vie privée. Et ça, c'est quelque chose dont il faut vraiment avoir conscience. Et donc, il y avait déjà une évolution du métier. L'évolution du métier, c'était la vente avec le pied dans la porte, que j'ai pratiqué, puisque dans mes jeunes années, j'ai pratiqué l'assurance vie. Alors, quand je dis dans mes années, c'est les années 80. Donc, je ne dis pas comment on vendait à l'époque. Tu me fais penser à une fois, il y a eu alors, on va me dire que je radote ou que je suis peut-être un petit peu vieux, mais il y a eu une émission Capital sur Century 21 où on voit comme ça un conseiller qui met le pied sur la porte, et ça a fait le lendemain beaucoup de mal à cette enseigne-là, parce que on essayait, je pense qu'ils ont mal compris les méthodes au départ américaines, et qu'aujourd'hui, si tu partages un petit peu mon idée, on ressent tout vers l'humain, parce que c'est des projets qui sont, comment dire, vraiment centrés au niveau du couple ou d'une famille, chercher de l'immobilier, et il faut écouter énormément les clients pour les aider à comprendre un petit peu leur acheminement. Donc toi, en fait, c'est ce chemin-là que tu donnes comme conseil. Alors, oui, moi je dis, ça fait assez longtemps que je travaille sur ce credo-là.
sachant qu'aujourd'hui, je veux dire, c'est manifeste et on va avoir l'occasion de mettre ça en application après la crise. C'est-à-dire que y a confusion dans ces méthodes douces, un peu moins intrusives que celles qu'on utilisait dans l'assurance vie à l'époque et qui fonctionnaient, parce qu'il faut bien le dire, ça fonctionnait. Y a une méprise et il y a une méconnaissance, c'est-à-dire qu'on a l'impression que on laisse le client décider et que s'il veut pas, c'est pas grave. On fait autre chose. Enfin, voilà. Non, la persévérance, elle est tout aussi présente que lorsqu'on avait le pied dans la porte. D'accord? Et c'est ça que beaucoup de gens ne veulent pas comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on va laisser le choix au client aujourd'hui de dire non, d'accord, qu'on ne va pas revenir le lendemain. Et on le voit très bien, la majorité de nos clients essaient de vendre par eux-mêmes d'abord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un cheminement qui se fait dans leur tête. Et ce cheminement, il y a deux solutions. Soit que nous, en tant qu'individu, on l'accompagne, ce cheminement, ou on passe à côté. C'est-à-dire que si aujourd'hui je fais de la prospection et que la personne me dit non, je veux vendre seul, et que je lui dis c'est pas grave, t'es comme les autres, reste dans ton coin et que je passe ailleurs, Ouais. c'est quelqu'un qui est perdu pour moi. Donc c'est Alors, pas du tout. Ouais, tu m'amènes vers un point. Je ne pensais pas te poser cette question-là, mais c'est ce que je pense en fait depuis un certain temps. Aujourd'hui, tu es en train de dire que le client vendeur est un petit peu roi et tu penses que nous l'avons aidé, nous conseillé à le monter un petit peu sur le fait qu'il soit un petit peu trop diva aujourd'hui, qu'il puisse avoir tous ses choix, qu'il puisse nous négocier nos honoraires, qu'il puisse diffuser sur les sites des particuliers. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir un petit peu de cadre, un petit peu d'autorité? En fait, je te pose ma question peut-être autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se concentre sur nos véritables clients, que sont les clients acquéreurs? Souvent, les clients acquéreurs nous disent, on n'a pas de retour des agents immobiliers, on vient, on s'inscrit, et ils sont de plus en plus nombreux. Et nous, malheureusement, alors peut-être la faute à ceux qui donnent comment dire, des informations ou quoi que ce soit, mais on leur dit à tous les conseillers, allez chercher, si vous possédez les mandats, vous possédez votre chiffre d'affaires. Moi, aujourd'hui, je me base sur le contraire. Alors, les clients, alors oui, les acquéreurs, c'est certain on ne gère pas bien les acquéreurs, ça c'est le gros défaut des agents immobiliers, c'est certain. D'ailleurs, quand on pose la question à un agent immobilier, enfin un mandataire immobilier, pour pas faire de boulettes, on dit souvent, quand on leur pose la question, qui est ton client? Et ce qui leur vient à l'esprit, c'est le vendeur. Ce qui est complètement faux. Ce qui est complètement faux. On a un mandat d'entremise, on a rien d'autre. On n'est pas, contrairement à ce que dit la loi, ce que dit le document, c'est pas un mandat de vente qu'on a. Donc il n'y a pas de vrai client. Hein. Nous, on est au centre. Il y a deux clients qui sont acquéreurs et vendeurs. Le vendeur, maintenant, il faut pas dire que c'est nous qui l'avons aidé. Je pense que le vendeur, il subit comme nous l'ère électronique, l'ère informatique, il a la révolution d'Internet. Et le client aujourd'hui, il a un tel choix, qui plus est, entre guillemets, gratuit dans son esprit. Hein, c'est-à-dire qu'il peut prendre 50 conseillers, ça ne lui coûtera pas plus cher que s'il en prend un. Donc, il y a ce travers-là. Et puis, il y a les gens qui se disent, ouais, je peux vendre tout seul. Et puis qui tentent l'aventure. Maintenant, on le sait, on a quand même une majorité de clients qui passent par un professionnel, donc il faut leur laisser le temps. Moi, quand je dis aux gens que j'accompagne, je leur dis, bon, c'est quoi ton métier? On me dit, j'accompagne les vendeurs. Ok, et qu'est-ce que tu voudrais? Je voudrais rentrer que du bon mandat, du mandat au prix. Oui, moi je veux bien. Genre, je sais que je vais en faire hurler certains, mais je veux bien qu'on rentre que du mandat au prix. Mais aujourd'hui, un mandat au prix, logiquement, vu la conjoncture et vu comment les outils dont dispose un particulier, un mandat au prix, il est vendu de PAP. Donc, le chemin accompagné, d'ailleurs dans le mot accompagné, il y a une notion de déplacement, c'est bien de prendre quelqu'un qui est à un certain niveau dans sa tête, dans ses croyances, dans ses peurs, dans ses rêves, et de l'amener vers quelque chose de plus raisonnable. Et je pense que notre métier, c'est ça aujourd'hui.
il a évolué, hein, j'en suis conscient, mais je pense que c'est ça notre métier, véritable métier aujourd'hui, c'est d'accompagner les gens. Et bien évidemment, les acquéreurs, et ça tu le disais très justement, c'est exactement la même chose. Un acquéreur, il se prend, on doit, je prends souvent cette image, on doit emmener nos clients, aussi bien l'acquéreur que le vendeur, on doit les amener à être à notre droite, à notre gauche. Nous, on est au centre, imperturbable. Je dis bien imperturbable parce qu'on n'a pas à pencher de l'un ou de l'autre. Et en formation aussi, je fais volontairement cette allusion un peu provocatrice. Je dis, la négociation et notre métier, c'est un jeu. C'est un jeu pour lequel acquéreur, vendeur accepte de ne pas connaître le perdant. Parce qu'il y a toujours un perdant. On ne sait jamais le vendeur à quel niveau il serait descendu, l'acquéreur à quel niveau il serait monté. Donc, notre job, c'est vraiment de nous situer dans la ligne médiane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je dis toujours moi à mes équipes, c'est que le vendeur, lui, il estime son bien en fonction de plein de choses, c'est-à-dire soit du projet qu'il veut faire plus tard, ou soit un petit peu comment dire, ce bien-là, c'est un bien avec plein de souvenirs, donc il a une valeur plus que la valeur vénale du bien. Et de l'autre côté, les acquéreurs, alors après, ça dépend des secteurs, mais les acquéreurs, eux, choisissent le prix en fonction de la comparaison de ce qu'ils retrouvent sur le marché et un petit peu par rapport à leur projection et leur coup de cœur. Donc, des fois, en ce moment, dans la région parisienne, on a des clients qui sont prêts à mettre un petit peu plus au niveau du prix du marché. Donc, ça doit être pareil pour Bordeaux, Lyon, Marseille, toutes ces régions-là. Et c'est vrai que pour rapprocher un petit peu les deux, je crois que, comme tu le disais, il faut que le négociateur puisse aujourd'hui apporter sa valeur ajoutée. Il y a je dis qu'il y a un avant meilleur agent et un après. Avant, on était rôle vraiment de guide au niveau de l'estimation. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout une valeur importante et il faut apporter sa valeur de conseil, de service. On n'est pas là en fait pour faire comme le PAP à vendre un petit peu du drone, des photos HD et ainsi de suite, parce que le client particulier sait très bien que ça ne vaut pas 15 000 € de commission. Mais en fait, tous les conseils qu'on va pouvoir leur procurer et les aider vont faire qu'on va pouvoir avancer et apporter une certaine valeur ajoutée par rapport aux autres. Donc, c'est vrai que je te rejoins tout à fait là-dessus. Et d'ailleurs, je voulais te poser une petite question. Pour toi, quelle valeur ajoutée, en fait, un conseiller peut apporter à son client? Alors, tu veux dire, parce que c'est ça aussi le piège aujourd'hui, enfin pas le piège, mais la ligne de conduite qu'il faut avoir à mon avis. Tu veux dire une valeur ajoutée avant ou après la prise de mandat, c'est-à-dire dans l'accompagnement vers la vente ou avant. Parce qu'aujourd'hui, on en est là aujourd'hui. Il y a deux stades. Il y a l'avant-mandat et il y a l'après-mandat. Et je dirais que l'après-mandat dépend en grande partie de l'avant-mandat. Donc voilà, ta question, elle porte sur quel volet? Alors, c'est vrai que si on décompose la segmentation pour entrer un bien, on a aujourd'hui maintenant divers points pour la prospection, pour se faire connaître. Je pense que le plus gros problème pour tous les conseillers immobiliers aujourd'hui en France, si on veut toucher les vendeurs, c'est comment je peux améliorer ma notoriété locale, terrain, comment je peux être un peu… je ne sais pas si tu vois le géo du Club Med qui anime toute cette population pour me faire connaître, faire des activités, paraître, comment dire, sympathique auprès de tous mes clients. C'est pour toi, en fait, est-ce que l'on doit passer par là pour pouvoir toucher et créer une sorte de cercle d'influence côté vendeur? Alors la question que je retourne systématiquement aux gens qui me posent cette question, c'est tu es dans l'immobilier pour combien de temps? Est-ce que c'est ton métier que tu veux faire encore une année? Est-ce que c'est un complément de retraite ou un complément tout court? Est-ce que tu veux faire ce métier durablement? Si tu veux le faire durablement, oui, il va falloir que tu construises. Et oui, il va falloir que tu fasses des choses que tu n'as pas envie de faire aujourd'hui si tu veux ne plus avoir à les faire demain.
Mais une prospection comme celle que tu viens d'indiquer, qui est effectivement basée sur la notoriété, on le sait, il faut pas mentir. Pour moi, je préfère être cash depuis le départ. C'est 2 ans, 3 ans de travail où on va avoir l'impression qu'on rame un peu dans le désert. Mais au bout du compte, c'est ce qui va faire la différence. Alors oui, il va falloir aller taper dans le dur tout de suite et puis peut-être aller faire de la prospection téléphonique, chose que dont tout le monde a horreur. Oui, en attendant, mais si tu me poses la question, si tu vas devoir faire de la prospection toute ta vie, téléphonique toute ta vie, non, tu auras peut-être à en faire à un certain moment, mais non, tu vas pouvoir arrêter, mais à condition que tu construises tout de suite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire une charge de travail énorme et être sur tous les fronts. Et le meilleur moyen pour consolider tout ça aujourd'hui, alors ça va peut-être changer demain, mais c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je vais amener toute ma valeur que je donne, je vais la mettre sur les réseaux sociaux. D'accord? Alors ça ne veut pas dire que je vais passer mon temps derrière l'écran, non. Quand je vais faire de la prospection terrain, je vais mettre cette valeur, la substance que je vais tirer du terrain, je vais la publier sur les réseaux sociaux. Quand je vais faire une vente, je vais la publier sur les réseaux sociaux avant même d'exposer mes biens sur les réseaux sociaux. On me pose souvent la question, moi je pose souvent la question, alors qu'est-ce qu'il y a sur ta page? Ah ben, je publie mes biens. Ouais, d'accord, ben, c'est bien, mais c'est pas ça qui va te faire avancer. C'est vrai. Donc voilà un peu ma vision des choses. Ça, c'est vrai. Donc, OK. Donc, en fait, en résumé, toi, tu dis qu'aujourd'hui, il faut du terrain et des réseaux sociaux parce que les deux, on a une synergie beaucoup plus forte que si on choisit un axe ou un deuxième axe. C'est ta vision des choses. Ben, c'est super. Je partage. Sur le long terme, oui. Sur le long terme, bien évidemment, oui. Pour moi, oui. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a aussi un autre comment dire, préjugé, c'est que les agents immobiliers, on va dire avant la télé, avant 2006 et les émissions de télé qu'on voit sur M6, l'agent immobilier, c'était un petit peu l'homme vraiment détesté. C'est-à-dire qu'on avait le costume, on n'était pas très sympathique, on n'était là que pour l'argent, on voyait le client en tant que chéquier. C'était un petit peu comment dire, le retour de ce que les clients pressentaient. Pour toi, est-ce que déjà la télé, ça nous a aidé à améliorer un petit peu l'image de l'agent immobilier? Et quelles choses on pourrait apporter pour changer notre image vis-à-vis de la population française? Alors, justement, ce qui se passe actuellement va peut-être éveiller quelques interrogations et faire changer les choses. Je pense que déjà, l'agent immobilier, alors je te le disais tout à l'heure, j'ai été assureur dans ma jeunesse, donc je sais aussi l'image qu'on avait à l'époque, les assureurs. Qui était, entre nous soit dit, qui était mérité à l'époque. Je ne sais pas aujourd'hui, parce que je ne les côtoie plus, mais qui était largement mérité. Peut-être que si on a une image comme ça, il faut quand même se poser les bonnes questions. Comme dirait l'autre, il n'y a pas de fumée sans feu. Maintenant, une chose est sûre, c'est que il faut comprendre que tant qu'on aura en vision nos honoraires, je t'entendais tout à l'heure, tu l'as laissé échapper, que beaucoup baissaient leurs honoraires. C'est une des objections qu'on a comme le problème du mandat exclusif, comme le fait que moi je ne signe pas de mandat. On a plein d'objections comme ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais les prendre en compte comme ça, sans les traiter, sans comprendre pourquoi c'est là. Moi, je pense que si on a une approche qui est beaucoup plus humaine, si nos honoraires, parce que soyons clairs, on est entre nous, il n'y a personne d'autre, on est là pour gagner de l'argent, on est là pour gagner notre vie, on est là pour nos honoraires, d'accord? Sauf que je compare ça un peu à, j'aime bien donner cette comparaison, un petit peu à comment dirais-je, pas un acteur, mais un chanteur, par exemple, qui va rentrer sur scène. D'accord? Donc, tant qu'il n'est pas devant ses clients, effectivement, il va organiser sa scène, il va organiser son prix de place, il va organiser son concert, voilà. Donc là, pas de souci. Quand juste avant de rentrer sur scène, il a un gros trac, là, ça lui tord les boyaux, d'accord? Et puis, il rentre sur scène, et à partir du moment où il rentre sur scène, il va s'oublier complètement.
Et en s'oubliant complètement, il va donc complètement se donner à son public. Et je pense qu'on est un petit peu dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire que nous, effectivement, nos honoraires sont importants. Mais quelle importance d'aller penser à ces honoraires ou de ne pas avoir l'autre pour seul objectif quand on est face à lui et de se dire, voilà, si j'ai pas ce mandat, ben, je vais pas payer mes factures. Sincèrement, tout n'est qu'une question de résultante. Les honoraires sont une résultante du travail qu'on va faire en amont. Donc, arrêtons de penser à nos honoraires. À partir du moment où on est d'accord avec soi-même, on a établi son barème et on se dit, je n'y dérogerai pas, c'est mon barème, d'une part parce que la loi ne m'y autorise pas et d'autre part parce que j'ai pas envie de le faire et puis parce que je ne mérite pas qu'on baisse mes honoraires. À partir du moment où on part avec cette optique-là en se disant, mais ça, c'est la résultante, donc on n'y touche pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est vous, monsieur. C'est qu'est-ce que vous voulez faire? C'est où vous en êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire si ça ne se fait pas? Qu'est-ce que vous allez faire si ça se fait? Et qu'on se consacre entièrement à la personne. Il y a, alors, je suis pas du tout mystique ou autre, ni ésotérique, mais en tout cas, je peux vous assurer que ça fonctionne. Alors, c'est peut-être l'âge qui me fait dire ça, mais quand on se consacre à quelqu'un, hormis à 2-3 exceptions, parce qu'il y a toujours des exceptions qui viennent confirmer la règle, eh bien, la personne en face de soi, elle le sent. Et peut-être qu'elle va pas réagir immédiatement, mais dans le temps, si on prend le temps, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à laisser le temps au client. Un client, c'est aujourd'hui, moi j'aime bien cette notion de prospection bio et écologique, c'est-à-dire qu'on va semer, on va d'abord préparer, on va semer, on va récolter par la suite. Et voilà un peu ma vision des choses. Je ne sais pas si je suis très précis. Là, c'est très clair. En fait, je vais résumer. Tu es en train de dire que l'authenticité passe avant le savoir commercial. Et en fait, ça m'amène vers une autre question. Aujourd'hui, on a une certaine catégorie de conseillers que j'appellerais peut-être borderline où les dents rayent le parquet. Et on a ceux qui travaillent avec le cœur et qui pensent d'abord au projet du client plus que voir le client en tant que chéquier. Toi, tu dis que si on avait un match à faire entre les deux, celui qui a du cœur gagne toujours ou peut remporter les matchs. Alors, il a du cœur, mais il ne perd pas son objectif. Son objectif, c'est d'aider son client. À partir du moment où il arrivera à l'aider, automatiquement, il aura la résultante derrière. Ça ne veut pas dire, je suis tout mou, j'accepte tout, je baisse la tête. Voilà. C'est le piège. C'est le piège. Alors, attention. Oui, je suis d'accord, mais attention, du cœur ou authentique ou quelqu'un qui travaille avec l'émotion, c'est pas forcément quelqu'un qui est faible. Derrière, on peut avoir, des process, des méthodes, des tableaux de performance pour allier et les choses d'une manière bienveillante et aussi un travail efficient. Mais on a, je te cache pas que, alors moi je suis dans la région parisienne et j'en parle là peut-être souvent dans la vidéo, j'en suis désolé, mais ça doit être pareil dans toutes les grandes métropoles. On a, des gens qui sont un petit peu sans foi ni loi, qui changent un petit peu les publicités pour que le prix au mètre carré baisse un petit peu, font des techniques qui font mal au métier, qui nous amènent vers une image vraiment pas bonne et ce que je retrouve là dans ce qu'on est en train de faire tous ensemble, c'est que finalement, toutes les personnes qui ont un cœur, qui partagent des bonnes vibrations, pensent qu'on peut battre toutes ces personnes-là sur du long terme. Elles pensent même, j'ai discuté avec Olivier Guerre, que en fait, les personnes, elles ne durent pas assez longtemps, celles qui font ça juste pour l'argent ou juste pour gagner des ventes rapidement. Alors, je suis entièrement d'accord avec cette position-là. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire construire. Oui, ça va demander du temps. Oui, ça va être dur pendant 2 ans, 3 ans quand on se lance, bien évidemment. Quand on se lance, ou même si on a 10 ans d'expérience, parce que j'en vois moi tous les jours aussi, des gens qui ont 10 ans d'expérience, qui ont travaillé un petit peu la petite semaine, d'accord,
J'ai 10 mandats en portefeuille, j'en ai zéro. Ma prochaine vente, c'est mon prochain mandat. Ces gens-là sont au même niveau que ceux qui rejoignent cette profession aujourd'hui. Donc oui, ça va demander du temps. Donc c'est pour ça que tu disais tout à l'heure des gens qui font mal à la profession. Oui, c'est surtout une réflexion globale sur un discours lorsque les gens rejoignent cette profession, ou même ceux qui sont déjà dans cette profession, comment on harmonise notre discours et comment on fait comprendre que travailler la petite semaine, ça a deux impacts négatifs. Le premier, par rapport à la profession, ça abîme la profession. Et le deuxième, c'est que sur le temps, sur la durée, ça ne tiendra pas. Parce que personne ne peut supporter la frustration. Alors, je prends toujours ça en exemple parce que c'est le plus flagrant. Mais la prospection téléphonique, par exemple, je veux dire, ça va un temps. Mais quand on se prend des portes tout le temps dans la tête, ou quand on ne sait pas faire, et quand c'est difficile. Moi, je vois des gens qui ont 10 ans d'expérience, qui aujourd'hui ont 0 mandat parce qu'ils ont déménagé, parce qu'il y a aussi les accidents de la vie, et qui doivent se remettre à la pige. Mais c'est encore pire que le jeune qui rentre, qui n'a jamais fait de pige et qui va faire sa pige. Lui, parce que l'ego est touché. On a tous un ego, et heureusement d'ailleurs. Mais après, non, ce qu'il faut, c'est que pour pas qu'on touche, à des choses comme ça, voilà moi comment je vois les choses. C'est que la pige immobilière, c'est le moyen à court terme de pouvoir tout de suite faire en sorte qu'on puisse manger. Si on fait bien la pige et que de l'autre côté on sème en longueur, au bout de 2 ou 3 ans, on n'a plus besoin de continuer à faire de la pige puisque le relationnel, le cercle d'influence va se mettre en marche et on va pouvoir après, à partir de là, enchaîner sur d'autres process. Mais en fait, avant d'arriver à ça, c'est que là, tu me dis qu'il y a certains négociateurs qui ont peut-être un certain nombre d'expériences, qui, au bout d'un moment, ont créé leur cercle d'influence et puis tout d'un coup, ils ont une chute et ils doivent recommencer la pige. Est-ce que pour à ces personnes-là, on ne pourrait pas leur donner comme conseil de toujours faire attention à un niveau de mandat, à ne pas un seuil minimum pour pas être en position de demandeur, être en position de faiblesse vis-à-vis du vendeur? Alors, c'est très simple, et ce que tu dis est parfaitement juste, et c'est ce que j'enseigne sur les formations, c'est que il y a un niveau, il y a le niveau de mandat dont on a besoin dans sa région, parce qu'il est bien évident que si on est à Paris, comme toi, ou si on est ici dans le 84, c'est pas du tout la même chose. Ici, un bon portefeuille, pour un égo, c'est 20-25 mandats. D'accord? Chez toi, c'est peut-être 3 mandats, 4 mandats. Mais c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'il y a un seuil d'alerte. Et ça, il faut être intransigeant avec soi-même. J'ai besoin de 20 mandats de moyenne. OK. Jusqu'à 15, je continue ma pub de bouche à oreille, je continue ma prospection de terrain. J'arrive à 14 mandats, je ne me pose plus de questions, je reprends mon téléphone et je bombarde jusqu'à revenir à mes 20 mandats. Et si chaque conseiller avait cette façon de faire, il y aurait beaucoup moins d'abandon, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des abandons de gens qui ont de la bouteille. On a des gens qui ont eu des réussites. Et comme je le dis souvent, le grand danger dans notre métier, c'est pas quand on démarre. Parce que quand on démarre, il y a 2 solutions. On réussit parce qu'on a faim, ou qu'on est obligé de réussir, ou on ne réussit pas parce qu'on n'est pas fait pour ce métier. Mais quand on réussit parce qu'on a faim, on est sur une dynamique et on ne se pose pas de questions, on y va. Au bout de 2 ans, c'est différent. On a rentré des mandats, on n'a plus l'urgence puisqu'on a un petit peu de trésorerie d'avance, on a une vente qui va se faire dans 2 mois, on a un compromis qui va se signer la semaine prochaine, on n'est plus dans cette urgence. Et la première chose qu'on laisse tomber, c'est quoi? La prospection. Et ouais. En fait, tu sais pourquoi je vais appuyer ce que tu dis, c'est que on a tous une learning curve, une courbe d'apprentissage. Et cette courbe d'apprentissage, elle a un niveau différent de 1 à peut-être 10 pour d'autres, si on ne se met pas à apprendre et à se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? J'écoute un petit peu, là en ce moment, j'essaye un petit peu, moi, de motiver mes troupes chez moi au niveau des réseaux sociaux. Allez voir, vous n'êtes pas tout seul dans les réseaux sociaux, il y a des échanges, il y a de l'entraide. D'ailleurs, je voulais signaler quelque chose d'autre. Il y a, en plus du groupe Mon conseiller a du cœur, il y a plein de groupes, il y a plein de personnes qui font des associations qui étaient dédiées qu'à leur groupe et ils sont en train de les ouvrir à tous les conseillers. Et je voudrais féliciter cette action-là. Ça nous montre qu'en ce moment, on est capable de baisser le maillot
et de pouvoir s'unir de telle façon à apporter du contenu à la profession. Donc ça, c'est chouette. C'est très, très chouette. Tout à fait. Tout à fait. Eh ben, je te remercie beaucoup, Dominique. Il me reste deux petites choses, et puis après, comme ça, je vais pouvoir te laisser. J'ai vu une vidéo de toi au Rent. Oui. J'y étais aussi, et dommage, on n'a pas pu se rencontrer. Je trouve que cette manifestation-là, cet événement-là, il est très important, d'ailleurs, en courbe d'apprentissage pour tous les conseillers immobiliers et patrons d'agence. Qu'est-ce que tu as retenu de cet événement au Rent? Alors, j'ai retenu beaucoup de technologies, hein, beaucoup de startups qui sont là. J'ai vu pas mal j'ai rencontré pas mal de gens aussi intéressants. Je pense que cette année, il y avait plus de monde. Alors, je sais pas, parce que moi, j'y avais été l'année d'avant, mais pas les années d'avant. Donc, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il était. Cette année, c'était une réussite. Pour moi, c'était une réussite cette année, plus que l'année d'avant. C'était Voilà. très beau. Ouais. J'avais Voilà. été il y a 3 ans, donc c'était, je crois, à La Villette. Mais celui-ci, il était très bien organisé. C'est très chouette. Je trouve Voilà. que on commence vraiment à avoir quelque chose au niveau européen. Alors, je n'ai pas vu hein, aux États-Unis comment ça se passe, d'autres événements, mais celui-ci, il était vraiment très chouette et complet. Donc, bon, bah, alors, en fait, tu as retenu, il y avait beaucoup de technologies. Beaucoup de technologies, beaucoup de thèmes abordés, beaucoup d'échanges intéressants aussi, avec notamment sur certains plateaux qui étaient là, qui étaient présents. Voilà, moi, c'est ça que j'en ai tiré. Après, ça reste un événement national. Il y avait quand même des gens. Moi, je suis arrivé d'ailleurs avec une équipe de Canadiens. Ils étaient une vingtaine qui venaient. Alors, ils venaient en touriste à Paris, et comme c'était que des agents immobiliers, ils sont venus au Rent aussi. Donc voilà. Voilà, de belles rencontres. De toute façon, de belles rencontres. Super. Sachant que j'ai regretté de n'y avoir été qu'une journée, et l'année prochaine j'y serai, enfin cette année, s'il se déroule toutefois, j'y serai pendant 2 jours. Eh ben, c'est super. Ben, on se retrouve là-bas. Il y avait des conférences qui étaient chouettes. Ouais, Euh, aussi. je trouve qu'ils n'ont pas assez appuyé. Il y avait une conférence sur les différents modèles économiques des agences immobilières, et ils étaient un petit peu tous en retrait, et on s'attendait à un match, comment dire, vraiment de performeurs, à donner une écoute déjà aux conseillers. Ils ont parlé que d'eux et pas des gens qui les entourent. Mais bon, j'espère qu'il y aura du bon contenu comme ça l'année prochaine. Donc, on invite tout le monde à y aller. Je voulais te demander une dernière chose. S'il y avait une chose à changer dans le métier de l'immobilier, qu'est-ce que tu voudrais dire à ceux qui nous écoutent? Que le métier soit peut-être plus filtré à l'entrée. Alors filtré, je suis pas pour un numerus clausus. Je suis pas pour ce genre de choses, c'est-à-dire voilà, pour mettre une barrière très haute pour éviter les gens d'entrer, pas du tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans l'immobilier parce qu'on les fait rêver, et, et ça induit des catastrophes. Quand je dis des catastrophes, je pèse mes mots. Ça peut mettre des gens énormément dans l'embarras financier, mais pas que. Hein. L'estime de soi, c'est important. Quand on se lance dans quelque chose et qu'on ne réussit pas, il y a toujours des traces. Donc, je pense qu'il faudrait avoir un discours plus clair. Alors, est-ce que ça passe par une formation typique, obligatoire, je sais pas. Sincèrement, j'ai pas la réponse. Je pense comme toi, et je crois que la responsabilité, elles incombent aux recruteurs. Là, les recruteurs recrutent pour recruter, et on ne prévient pas assez les gens que si demain je rentre dans le métier de l'immobilier du jour au lendemain, et que je réalise une vente, et que je suis capable de réunir tous les documents à l'UR, de trouver une place chez le notaire et ainsi de suite, donc j'arrive par miracle, hein, je m'appelle la sorcière bien-aimée, à trouver un rendez-vous chez le notaire ce soir. Bon, alors pas là en période de confinement, mais je ne touche mes honoraires que dans 3 mois. Donc, je dis toujours, voilà, il faut compter déjà avoir une trésorerie à peu près de 6 mois, et encore, il faudrait être un petit Moi, je peu dis plus. 9 mois. Un accouchement, hein, pour moi. Hein.
Voilà. Et parce qu'il y a ceux qui débutent, il y a ceux qui apprennent, donc il faut activer tous les leviers d'apprentissage. C'est un métier qui est aux apparents, il semble facile parce que la télé l'a rendu comme ça simple, mais il est très, très complexe. Et voilà, il faut le dire et je pense que ça, il faudrait qu'on le répète sans arrêt. Je voulais te demander, est-ce que tu aurais un livre pendant la période à conseiller à nos auditeurs qui serait sympathique en apprentissage? Alors, moi, aujourd'hui, je suis en train de relire un livre que j'avais acheté il y a quelques mois et je suis en train de le relire qui est pas mal. Alors, il faut vraiment, je pense qu'il faut le lire plusieurs fois d'abord parce qu'il traite d'un problème plus général, c'est-à-dire que c'est un livre de Julien Pélabert qui est un négociateur. Je crois qu'il a été négociateur au RAID. Donc, c'est la négociation complexe de Julien Pélabert. Mais il faut lire un peu entre les lignes parce que c'est pas un livre qui a été écrit pour l'immobilier. Donc il faut aller chercher, il faut le transformer un petit peu. Après, il y a des livres très intéressants, notamment sur l'intelligence émotionnelle. Bon, j'ai pas des titres là, mais voilà, il y a des tas de sujets. En commentaire, peut-être après de la vidéo, pour aider tout le monde. Je pourrais le faire dans l'après-midi, oui, je pourrais éventuellement rajouter. Ouais. Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu aurais, je te laisse un petit peu le mot de la fin, un message à délivrer à tous les conseillers qui nous écoutent? Parce qu'en fait, là, je lis tous les messages. Hein. C'est vraiment. Alors, on a un petit décalage par rapport à ce qu'on est en train de dire et ce que eux reçoivent au niveau du live, mais c'est vrai que dans la majorité, ils sont d'accord pour soit labelliser le métier ou demander un diplôme pour rentrer dans le métier comme aux États-Unis. Donc voilà, et puis ils nous remercient un petit peu tous sur la pertinence de nos échanges. Et d'ailleurs, là, sur cette interview, je te laisse le petit mot de la fin et j'espère après pouvoir te voir de l'autre côté, ça serait chouette. Et puis comme ça, on va… D'ailleurs, je le rappelle, si tous ceux qui nous écoutent veulent participer à un live ou faire du live animé, et ben la porte du groupe est grande ouverte. Donc là, aujourd'hui, il y a un groupe d'une quinzaine de personnes. Donc au fur et à mesure, on a le planning qui se construit. Mais je pense que même après le confinement, ça ne s'arrêtera pas là parce que c'est une action qui mérite vraiment d'être maintenue. C'est ultra important et ça fait du bien au cœur. Eh ben, merci Olivier. Effectivement, je pense que c'est une action qui mérite d'être poursuivie. On ne peut pas s'arrêter en si bon chemin, Après, ce que je dirais aux conseillers, c'est de garder la foi. Bien évidemment que c'est une crise grave. Bien évidemment que ça n'a rien à voir avec la crise de 2008. Bien évidemment qu'il va falloir s'en remettre. On peut se consoler en se disant que c'est mondial, donc il va falloir tous qu'on mette la main à la pâte, y compris, je veux dire, à toutes les corporations. Et donc, on va reconstruire quelque chose. Personne n'a vécu ça jusque-là. Alors, on ne compare pas avec les guerres, même si on a dit qu'on était en guerre. Bien évidemment, ça n'a aucune commune mesure avec les guerres. Mais c'est sûr que c'est une période qui va être difficile. Maintenant, il faut garder espoir. De toute façon, on n'a pas le choix. Quel autre choix a-t-on que de s'en sortir? Donc, on va s'en sortir, tous ensemble si possible, parce qu'on sait bien que l'union fait la force. Ça prendra le temps que ça prendra. On va tout faire pour que ça aille le plus vite possible. Mais par contre, je pense qu'il y a vraiment quelque chose auquel il faut faire attention, c'est de se dire il y a eu un avant Covid-19 et il y aura un après Covid-19. Ouais. De façon à pas refaire les mêmes choses et les mêmes erreurs justement par rapport à cette fameuse crise 2007-2008 qu'on n'a jamais solutionnée et on va en payer les pots cassés aujourd'hui. Donc il faut vraiment en profiter. On n'a jamais eu autant de temps. Parce que en vacances, on est occupé. En vacances, on va acheter une glace, on va à la plage, on emmène les enfants ski, on va visiter ça. On n'a jamais eu autant de temps devant nous pour réfléchir. Réfléchissez, qu'est-ce que vous voulez que votre métier soit demain? Le vôtre dans votre activité propre et le vôtre en général. Parce que il faut toujours savoir de quoi on part pour arriver quelque part. D'où on part pour arriver quelque part, sinon on ne sait pas quel chemin prendre. Donc voilà le mot de la fin. Et le tout dernier mot de la fin, restez chez vous.
j'entends encore des conseillers qui me disent « Ah, mais j'ai demandé aux gendarmes, moi je peux sortir en tant que conseiller, je peux sortir. » Oui, tu peux sortir en tant que conseiller pour faire ton travail, tu peux sortir. Mais quid de tes acquéreurs et quid de ton intelligence à protéger à la fois toi-même, d'accord, à Ouais. respecter tes enfants, à respecter tes proches, à respecter les plus vulnérables. Je parle de nos aïeux, bien évidemment. Voilà, ça sera mon mot de la fin. Et ben, je te remercie beaucoup, Dominique. Oui, oui, tu as raison. Faites attention parce qu'on peut, comment dire, contaminer ou diffuser ce virus-là, même si on se sent, comment dire, bien. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. On va laisser la main cet après-midi à Jérémy pour un autre live, donc à 16h30. Et puis, le lendemain, 11h30, nouveau live et 16h30, un autre live sur différentes interventions. On va essayer, et là, je vous donne un petit scoop, la semaine prochaine, de faire une émission avec plusieurs intervenants du monde immobilier afin de pouvoir avoir une table ronde sur des débats qu'on a construits avec mon conseiller Onducœur. Donc, surtout, restez connectés. On va vous envoyer toutes ces informations-là et je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Merci Olivier, merci à tous. Merci Salut. beaucoup.